En France, notre cher Macron a décidé de commémorer mai 68, donc nous ça nous arrange pas du tout, on aurait préféré lui faire une grande surprise. On dit que les jeunes en ont ras-le-bol de la politique. Mais je me demande si ce n'est pas plutôt la politique qui en a ras-le-bol des jeunes. Notre génération va jouer un rôle clé et enfin réformer la Constitution de 78, tourner la page de la dictature et en finir avec le silence. Quand on parle de rêve, d'idéalisme, c'est pas un truc, oui, on veut une société meilleure parce que c'est cool, machin. Non, enfin, il y a des programmes très concrets, économiques, sociaux, sur l'écologie. On sait comment faire. Mai 1968. En Europe et aux États-Unis, les étudiants descendent dans la rue. Pour beaucoup, la révolution est proche. 50 ans plus tard, où en est l'engagement politique des jeunes Européens? Participent-ils à des mouvements protestataires? Peuvent-ils s'inspirer de l'héritage de mai 68? Quand on leur pose la question, seriez-vous prêt à participer à un mouvement de révolte tel que mai 68, on a les 2/3 des jeunes qui disent oui tout de suite. La génération actuelle est engagée à sa manière. Mais elle ne pourra jamais reprendre à son compte l'héritage de mai 68, parce qu'elle a grandi dans un tout autre contexte. La situation n'est pas du tout la même. Notre enquête commence à Madrid, épicentre du mouvement des indignés et de nouvelles formes de protestation. L'Espagne a connu son printemps 68 en mai 2011. Dans les grandes villes du pays, les citoyens occupent les places publiques pendant plusieurs mois. La majorité des Espagnols veut un changement politique radical qui n'aura jamais lieu. Depuis, la contestation renaît périodiquement, la Catalogne étant le dernier foyer en date. Je m'appelle Sarah Naila, j'ai 19 ans. Je fais un double cursus de droit et de philosophie à l'université de Madrid. Pour entrer en fac, le premier problème dont on ne parle pas, c'est le coût des frais d'inscription. J'en ai eu pour 1 700 € et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est pour ça que j'ai 2 boulots à côté. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une université à 2 vitesses. Une pour l'élite, qui va pouvoir faire de la recherche puis accéder aux postes les plus qualifiés, et une pour les pauvres, la nôtre. Et nous, on formera une main-d'œuvre peu qualifiée. Sarah Naila a décidé de s'engager dans les mouvements étudiants et féministes. L'évocation de mai 68 lui rappelle une chanson d'Ismael Serrano. « Papa, raconte-moi encore cette belle histoire. » La première fois que j'ai entendu cette chanson, j'avais 13-14 ans. Et encore maintenant, elle me donne la chair de poule. Tous ceux de ma génération la connaissent par cœur. Elle dit « Raconte-moi cette belle histoire ». Ça montre l'importance du récit par nos parents de tout ce qu'ils ont vécu. Nous, on est la première génération qui va vivre moins bien que la précédente. Cette histoire de flics et de fascistes, d'étudiants à cheveux longs, c'est mai 68 et tout ça. Cette chanson parle de choses tristes. Elle dit que sous les pavés, il n'y avait pas la plage, alors que c'était un des rêves de mai 68. Au-delà de ça, elle nous appelle à la lutte pour poursuivre le combat que nos parents ont commencé.
On a toujours su qu'on n'aurait pas d'avenir, d'où le nom du mouvement, Juventud sin futuro, jeunesse sans avenir. Après mes études, je ne pourrais pas être prof. Ils ont détruit la philosophie, elle n'est plus au programme. J'aurai le choix entre m'expatrier, si j'ai de l'argent, et je n'en aurai sans doute pas, ou trouver un emploi précaire. Et c'est déjà mon quotidien. Je travaille dans une pizzeria et dans un stade de foot pour 5 € de l'heure. Voilà l'avenir qui m'attend. Je m'appelle Jesus Guerra, j'ai 21 ans, je suis madrilène et j'ai toujours été engagé, mais surtout depuis 2011, l'année où le 15M, le mouvement des indignés, a vu le jour. Et maintenant je suis conseiller de quartier de mon parti, Ahora Madrid. Jesus se rend au centre socio-culturel autogéré du quartier d'Arganzuela à Madrid. Longtemps désaffecté, cet ancien marché de fruits et légumes accueille aujourd'hui les initiatives les plus diverses. Ateliers de réparation, cours de sport, aide aux devoirs, conseils aux réfugiés. Le lieu abrite une bibliothèque et accueille aussi des réunions politiques. Mais on n'est plus en mai 68. Ici, les générations sont soudées. Les anciens soutiennent les jeunes dans leur lutte. Jacinto Nablet, professeur de biologie à la retraite, était un farouche opposant à Franco. Il paraît qu'on sort de la crise. Mais comment y arriver quand on gagne 5 € de l'heure, comme moi? Aucun jeune ne peut faire de projet d'avenir. Il ne peut ni fonder une famille, ni accéder à un logement. Et puis on rejette la faute sur la Catalogne, sur les étrangers ou sur les réfugiés. Très franchement, ce que vous vivez est bien pire qu'à notre époque. Vraiment? Ah oui, le changement politique a bien eu lieu. Et on n'en attendait pas moins à la mort de Franco. Mais pour ce qui est du changement social, moi, une fois mes études terminées, j'ai trouvé du travail. Dans ma génération, on terminait ses études et on avait du travail. Tandis qu'aujourd'hui, un jeune sur deux ne trouve pas d'emploi. En ce moment, le travail temporaire en Espagne, c'est une catastrophe. On travaille un mois par-ci, un mois par-là, puis encore ailleurs le mois suivant. Les travailleurs et les jeunes n'ont pas d'espace pour le dialogue. Ils ne peuvent pas vraiment s'organiser. À qui profite la crise? Au capital. Et comment? En réduisant les salaires de 50 ou 70%. Et en licenciant pratiquement en toute impunité, comme ça se fait maintenant. Voilà le monde qui est le nôtre, celui que vous devez changer. Et vous allez le changer. J'en suis absolument certain. En 2017, le taux de chômage des jeunes Espagnols était de 37,2% et jusqu'à 50% dans certaines régions. En France, il s'établissait à 22,5%. En Allemagne, en revanche, il était de 6,4%, le plus bas d'Europe. Pour le sociologue Klaus Hurlmann, lui-même ancien 68ard, le contexte a beaucoup changé et les problèmes sont communs à tous les pays. Ceux qui, dans ma tranche d'âge, ont été assez chanceux pour passer le bac ne représentent pas plus de 10%. On avait des perspectives d'avenir idéales, que ce soit dans les études ou la vie professionnelle. On avait la voie royale. Comparez ça aux jeunes nés entre 1985 et 2000. On ne les appelle pas pour rien la génération Y. En anglais, Y se prononce why, c'est-à-dire pourquoi. Ils ont grandi avec toutes les crises. La crise économique, la crise politique, la crise environnementale avec Fukushima et un chômage qui est devenu endémique. D'autant qu'à l'ère numérique, ils sont au courant de tout. La première préoccupation de cette génération, c'est de s'en sortir, de survivre dans ces conditions difficiles. Alors qu'ils n'étaient qu'une poignée en 1968, les bacheliers représentent aujourd'hui entre 1/3 et 2/5 d'une classe d'âge. Si leur perspective d'avenir reste globalement bonne en Allemagne, l'horizon est bouché en Europe du Sud. Beaucoup de jeunes diplômés espagnols ont quitté le pays depuis le début de la crise.
Tout le cycle d'austérité en Espagne a eu des effets désastreux sur les conditions de vie. Chômage, précarité, pauvreté, inégalité. Et tout ça a été accompagné d'une diminution des droits sociaux. En plus, la situation des femmes connaît un terrible retour en arrière sur le plan des valeurs, des principes et des politiques en place. La crise a affecté leur liberté, leurs droits et leurs conditions de vie. En 2013, le gouvernement espagnol envisage de restreindre le droit à l'avortement. Porté par les mouvements féministes, une vague de protestations massives provoque le retrait du projet de loi et la démission du ministre de la Justice, un fait inédit dans l'histoire du pays. Depuis, les jeunes Espagnols sont de plus en plus nombreuses à manifester en reprenant les slogans des années 1970. La baisse des budgets pour l'éducation et une politique familiale rétrograde les touchent de plein fouet. Et pendant ce temps, les violences faites aux femmes ne font qu'augmenter. C'est vrai que le mouvement étudiant compte beaucoup. Mais il faut aussi voir la vie avec un regard féministe, les fameuses lunettes mauves. Par exemple, en parlant avec une autre femme de ce qu'on ressent, de la solution à apporter à un problème. Moi, ça a changé ma vie. Le féminisme est la forme de militantisme qui m'attire le plus. Pour moi, c'est lui qui va transformer la société et le monde. Dans le mouvement féministe, il y a beaucoup de jeunes. C'est parce qu'ils touchent de près nos conditions de vie. C'est un féminisme qui est orienté vers les solutions à apporter. Non seulement on n'a pas l'intention de s'excuser de vivre, mais en plus on est bien déterminé à se faire entendre. On en a le droit. Ça, c'est ma vie, et de quel droit je ne pourrais pas la vivre? Mais tout ce discours théorique rentre en conflit avec la réalité que nous vivons. Et c'est par là que nous devons commencer. Les jeunes féministes préparent une grève générale pour la Journée internationale de la femme le 8 mars. Leur objectif ? Montrer qu'un pays sans ouvrières, sans soignantes et sans vendeuses est un pays en panne. En Espagne, les manifestations pour les droits des femmes sont les plus suivies. Plus de 500 000 manifestantes avaient répondu à l'appel pour la dernière journée de la femme. En Allemagne aussi, l'avortement est redevenu un sujet brûlant. À Berlin, des jeunes femmes sont venues défendre le droit à l'IVG. Anna Mattes travaille pour l'association Terre des femmes et milite au sein d'un collectif qui défend les droits sexuels. Il faut que les jeunes s'engagent. C'est le seul moyen pour contrer l'actuel virage à droite sur les questions de société. Les adversaires des droits sexuels des femmes ont le vent en poupe. Regardez la pseudo-manif pour tous ou les mouvements pro-life. Si ça continue comme ça, ils vont vraiment finir par restreindre le droit à l'avortement. Ce serait le comble d'en arriver là, après toutes les luttes qu'ont menées les femmes. C'est très inquiétant. À mon avis, le mouvement féministe pourrait se montrer nettement plus radical. Pas tellement au niveau des idées, mais surtout pour ce qui est des méthodes. J'ai l'impression qu'on se repose sur nos acquis, qu'on a développé une inertie qui nous empêche d'être vraiment percutantes. Alors on ferait bien de revenir un peu aux sources du mouvement. Ça pourrait nous stimuler. Brexit, glissement à droite aux États-Unis comme en Europe, poussée des partis conservateurs, l'héritage de mai 68 semble menacé de toutes parts. Je m'appelle Mareike Nieberding, j'ai 30 ans et je suis journaliste. En novembre 2016, 2 jours après l'élection de Trump, j'ai fondé un mouvement de jeunes sous le nom de Demo. C'est en tant que femme que je me suis sentie le plus affectée par l'élection de Trump. Pour moi, ce n'était pas simplement une victoire de la droite sur la gauche, des républicains sur les démocrates.
mais surtout la victoire d'un homme sur une femme. Au lieu de rejoindre un parti ou d'aller manifester, Mareike publie un post sur Facebook. Je fonde un mouvement de jeunes qui se place au-dessus des partis, ouvert à tous. Son objectif, oser plus de démocratie en partant des réseaux sociaux pour retrouver le goût du débat, faire tomber les barrières sociales et en finir avec le plafond de verre. Énormément de personnes m'ont contacté à la suite de ce post, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Tout le monde trouvait l'idée géniale et était déterminé à prendre les choses en main et à arrêter de se plaindre. L'initiative de Mareike donne naissance à un véritable mouvement qui se fédère sur la toile. Dans l'année qui suit, des jeunes femmes essentiellement se rendent dans les écoles, organisent des fêtes et des soirées slam et battent le pavé en période électorale pour parler aux citoyens et aux candidats. On dit que les jeunes en ont ras-le-bol de la politique. Mais je me demande si ce n'est pas plutôt la politique qui en a ras-le-bol des jeunes. Il serait peut-être temps de leur retourner la question. Si vous estimez qu'il n'y a plus de relève, vous devriez peut-être vous adresser autrement aux jeunes. Les mobiliser avec des approches qui leur parlent, sans hiérarchie, mobiles, flexibles, numériques. Pourquoi vous ne le faites pas ? En plus de leur activisme sur le net, les membres de Demo organisent surtout des ateliers dans les lycées professionnels où l'éducation politique est peu développée. Quand on demande à ces jeunes s'ils s'intéressent à la politique, la plupart répondent « Ah non, c'est pas mon truc ». Pour eux, s'intéresser à la politique, c'est lire le journal, ou regarder les infos régulièrement, voire militer dans un parti. Comme ils ne s'informent plus de manière traditionnelle et qu'ils sont rarement membres d'un parti, ils pensent qu'ils ne sont pas politisés. C'est complètement faux, bien sûr, car dès qu'on prend le temps de discuter avec eux et qu'on leur demande ce qu'ils voudraient changer en Allemagne, on a des réponses très concrètes qu'ils puisent dans leurs expériences personnelles. Aujourd'hui, nous avons un problème en Allemagne. Et c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls. Mais il faut regarder les choses en face. Nous sommes incapables de garantir à la jeune génération l'accès aux plus hautes instances politiques du pays, là où se décide réellement l'avenir du pays, où le pouvoir s'exerce, où l'on pose les jalons du futur. La génération des moins de 30 ans en est pratiquement exclue. C'est aussi une conséquence du vieillissement démographique de l'Europe. Pour la première fois, les plus jeunes y sont moins nombreux que les plus âgés. En Espagne, en France et en Allemagne, au moins un quart de la population a plus de 60 ans, alors que les jeunes ne représentent que 15 à 18%. Le rapport s'est inversé depuis 1968. À quoi bon courtiser la jeune génération ? Les partis politiques misent sur les 60 ans et plus, dont le poids électoral est déterminant. En Allemagne et en Espagne, 4/5 des seniors vont régulièrement voter, alors que les jeunes se détournent d'un système qui les représente mal. En France, un tiers d'entre eux ne s'est pas déplacé pour le premier tour de la présidentielle de 2017. L'abstention a même atteint les 70% aux législatives. Le vote est considéré moins comme un devoir aujourd'hui que comme un droit, de plus en plus par les jeunes générations. Et dès l'instant où le vote est considéré davantage comme un droit, l'abstention et le fait de ne pas voter est aussi considéré comme un droit. Et l'abstention fait entendre aujourd'hui de plus en plus de messages politiques, de messages d'insatisfaction, de mécontentement. Donc on voit bien aussi que ce passage du devoir au droit change aussi la donne dans la façon dont les jeunes peuvent exprimer, au travers d'un vote, leur droit de citoyen. Amiens, une ville de tradition ouvrière, dans la région de France qui connaît l'un des plus forts taux de chômage. C'est aussi la ville natale d'Emmanuel Macron, mais sa base électorale y est faible. C'est François Ruffin, candidat de la France insoumise, qui représente la ville à l'Assemblée nationale. Sur place, nous rencontrons Hugues et Grégoire, deux amis.
L'un est issu d'une famille catholique, l'autre d'un milieu ouvrier. Dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève. Moi, je m'appelle Hugues Pinel et j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis animateur permanent dans une association d'éducation populaire qui s'appelle le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Et puis, à côté de ça, je vis en coloc. Je suis chef de chœur d'une chorale et puis je suis investi dans le mouvement politique et social sur Amiens et en Picardie de manière générale. Grégoire, je suis étudiant, salarié en tant que surveillant dans un collège, militant politique à Ensemble, adhérent à la CGT, et voilà. Ton âge ? 26 ans. Il y a eu Macron qui est venu sur Amiens là. On était tous les deux présents au rassemblement. Oui. Hein, t'en souviens ? Il y avait un rassemblement d'élus de droite. Il y avait des élus en écharpe, tous cravatés, quasiment tous chauves, ce qui est pas trop notre cas, vous avez vu. Et ils étaient entourés de barrières et de vigiles. Et nous, on était les manifestants. Il y avait la CGT, il y avait François Ruffin, etc. Bon, bref. Et on venait contre l'avenue de Macron. Et c'était hallucinant de voir le décalage qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans le rassemblement quand même. Ils sont loin de nos réalités, mais surtout de nos réalités sociales quand même. Ils connaissent strictement rien à ce qu'on vit. Enfin, moi, je vis avec 600 € par mois. Je travaille depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait plein de boulots différents. Enfin, mais Macron, pendant la campagne présidentielle, il a dit « Mais je sais ce que c'est que la précarité. Quand j'étais jeune, j'ai vécu avec 1 000 € par mois. » C'est incroyable. Mais enfin, moi, les jeunes avec qui je parlais, que j'entendais ça, ils étaient « Mais non, Greg, non, mais toi, tu dis ça parce que t'es un militant, c'est pas vrai, il a pas dit ça. » Si. Je leur montre la phrase. Et ils étaient « Mais non, c'est pas possible. » Comme Copé qui disait qu'un pain au chocolat, ça coûtait... Non, ils ne représentent pas, mais ils représentent pas la jeunesse, mais ils représentent pas la population. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont voté, que ce soit Macron ou Marine Le Pen, des gens qui ont voté pour ces candidats-là, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Et moi, je le vois, en tant que militant MRJC, je le vois dans les villages, en fait, je discute avec des gens qui ont voté et voteront encore, je pense, Front National. Et quand on leur demande pourquoi, en fait, c'est juste des gens qui sont en colère, mais qui ont une colère sociale. Et en fait, cette colère sociale, elle s'exprime avec un vote Marine Le Pen. Et moi, en tant que militant politique, je suis là, mais non, mais pourquoi? Et c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre pour nous qui connaissons l'existence d'alternatives concrètes, réelles, humaines, sociales, fraternelles, et pas une alternative haineuse qui va mettre les gens les uns contre les autres et qui va chercher des ennemis un peu pour mettre les... Enfin, voilà. Au foyer du mouvement rural de jeunesse chrétienne, Hugues organise des rencontres pour échanger et imaginer des projets. Ce soir, il est question d'une randonnée ou d'un pèlerinage cet été dans les environs d'Amiens. Du coup, je disais, sur les papiers roses, vous allez mettre vos idées de rêve. Et sur le bleu, chacun évoque ses attentes et ses craintes. Ouais. C'est pas un mouvement de lutte en fait, le MRJC. C'est un mouvement d'éducation populaire. Alors on est amené à faire en sorte que tous les jeunes qui passent par le mouvement apprennent à se positionner et à poser un regard sur la société et à s'organiser entre eux. En fait, c'est une école de la responsabilité, le MRJC. Et du coup, l'idée, c'est vraiment faire en sorte que un public le plus large possible puisse porter un regard, poser un regard. Et moi, du coup, je fais une grande confiance globale dans les gens. Je pense que si les gens réfléchissent, observent autour d'eux et arrivent à poser des analyses et à écouter les autres, je pense qu'on ira tous dans le même sens. Mais aujourd'hui, ces espaces de dialogue, ils sont hyper restreints. Du coup, moi, j'ai mis rencontrer, marcher, rêver, prier, découvrir, ne pas téléphoner, rire. Ça, c'est bon, ça. Chanter. Je sais pas, nous offrir à manger. Moi, je suis un peu... Qui a envie de se lancer dans l'aventure? Cool. Ils sont en train d'ouvrir le bar, donc on mange. Allez. Et après, on va au bar. La réunion se termine en chanson. En France, les mouvements catholiques de jeunesse rurale et ouvrière sont souvent marqués à gauche. On les a récupérés, oui, mais moi on n'aura pas. Je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant les mois, j'ai crié
toi, ce que je pensais toi, société, tu m'auras pas. Ils sont moins à la recherche de modèles que les générations passées. Ils n'ont plus envie de dogmes, ils n'ont plus envie d'étiquettes, ils n'ont plus envie de lignes politiques à suivre et dans lesquelles il faudrait, se cantonner. Donc, ils vont puiser toutes sortes de référents au travers d'un grand bricolage idéologique et politique. Et c'est à partir de cela qu'ils inventent. Comme d'autres villes françaises, Amiens a connu ces dernières années une forte mobilisation lycéenne et étudiante. Grégoire, syndicaliste et militant, nous emmène à l'université. Là, on est dans l'amphi 600. C'était un peu le centre de la contestation contre la loi travail il y a 1 an et demi. Là, il y a un nouveau mouvement contre une nouvelle loi travail encore pire. Mais on a occupé cet amphi pendant 2 mois. Donc on dormait sur place. Enfin, on dormait dans les couloirs aussi autour. Mais les petites pièces là-haut, là, ça nous servait de dortoir. Et c'est là où il y a eu de très très grands débats, où la démocratie étudiante s'est vraiment jouée, quoi. Vous imaginez cet amphi rempli, mais complètement, il y avait même des gens sur les marches, et des gens qui descendaient à la tribune en bas, s'exprimer sur ce qu'ils pensaient sur la loi, ce qu'ils pensaient des grèves, du blocage. C'est vraiment un moment extrêmement, extrêmement fort, quoi. On sent que... c'est ça la démocratie. On sent que tout le monde s'intéresse et que tout le monde a envie de s'exprimer. Alors, contre nous, pour nous, ils hésitent, c'est pas grave. Pour moi, ce qui était important dans ce mouvement, c'était vraiment de réunir tous les étudiants ensemble et qui s'expriment. Et que je pense que de toute façon, qu'ils soient pour ou contre, ils sont sortis avec plus de choses dans la tête qu'avant, quoi. La démocratie directe est plébiscitée par les jeunes. Égalité de parole et absence de représentants, comme sur les réseaux sociaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne se retrouvent pas dans le système politique actuel. L'occupation des universités est l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance. Anne Muxel a étudié la culture protestataire en France en s'appuyant sur une grande enquête européenne sur la génération Watt, les 18-34 ans. Aujourd'hui, cette culture de la protestation est devenue, elle aussi, assez normative. Bon nombre de jeunes participent à des manifestations. C'est une expérience tout à fait ordinaire, quasi banale pour beaucoup d'entre eux. En tout cas, encore une fois, dans les pays d'Europe du Sud et dans un pays tel que la France. Et donc, cette protestation a acquis en légitimité et donc fait partie de la panoplie, je dirais, du citoyen démocratique contemporain. Et d'une certaine façon, ils proposent plus d'exigences démocratiques. Ils ont besoin de plus de transparence, de plus d'expression directe, de plus de reconnaissance. Ils demandent des comptes, ils demandent à la classe politique d'être efficace, de s'engager sur des mesures concrètes. Bref, ils sont finalement assez exigeants sur le plan politique. Et donc ça, on peut dire que d'une certaine façon, c'est un plus pour nos démocraties. Mais la volonté de changement, nourrie aux AG étudiantes et à la démocratie directe, peut-elle résister aux réalités institutionnelles? La capitale espagnole est gouvernée depuis 2 ans par la plateforme citoyenne Ahora Madrid, comme d'autres villes du changement en Espagne. Les dernières élections ont donné un coup de jeune aux conseils municipaux. Je m'appelle Rita Maestre. Je suis madrilène, j'ai 29 ans. Je suis la porte-parole de la mairie de Madrid. Je fais partie de Podemos et je suis féministe. C'était inespéré. Je suis politologue et engagée en politique, mais je n'avais jamais adhéré à aucun parti. Et je n'avais aucune intention de le faire. Jamais je ne me serais imaginée dans un bureau comme celui-ci. Ce que je voulais, c'était passer des concours et travailler à l'université.
Rita Maestre a fait partie de la plateforme Juventud sin Futuro, tête de file de la contestation citoyenne de 2011 contre la politique espagnole à l'ancienne. Cette plateforme a contribué à donner naissance au parti de gauche Podemos, Nous pouvons en espagnol, fondé à l'Université de Madrid. Son objectif, dynamiter le bipartisme et conquérir les institutions. Je suis toujours très contente de voir que sur certaines positions que nous soutenions alors, non seulement nous étions dans le vrai, mais comme je peux le vérifier maintenant de l'intérieur, nous avions parfaitement raison. L'un des points fondamentaux que dénonçaient les indignés du 15M, c'est l'idée selon laquelle la politique est soumise à de très fortes limites. On nous disait, il faut réduire la dépense publique parce que l'Europe en a décidé ainsi. Il faut geler les traitements des fonctionnaires ou les pensions de retraite parce que c'est comme ça. On ne nous donnait pas de raison de nature politique. C'était comme s'il y avait des lois physiques et qu'on n'avait pas le choix. On se battait contre ça. Et maintenant qu'on le voit de l'intérieur, c'est vrai que ce n'est pas facile et qu'on ne peut pas tout obtenir du jour au lendemain. Mais la volonté politique est très importante. Et avec de la volonté politique, on peut faire beaucoup de choses. Au pouvoir pendant 20 ans, les conservateurs du Parti populaire ont mené Madrid au bord de la faillite. Des centaines de personnalités politiques espagnoles, dont le Premier ministre, sont actuellement accusées de corruption. Le peuple était prêt pour le changement. J'aime beaucoup ce que je fais, parce que la politique municipale est très exigeante. Où est-ce que les gens vont frapper en premier? C'est à cette porte-là, non? Même quand ce n'est pas de la compétence de la mairie, que ça relève de la région ou de l'État, le premier endroit où on va, c'est la mairie. Ce sont des histoires très concrètes. Elles portent tout un nom et un prénom. Les gens vous arrêtent dans la rue et vous demandent « J'ai tel problème, comment vous allez le régler ?» La nouvelle majorité municipale a rapidement assaini les finances publiques tout en développant les services. Tout est mis en œuvre pour rendre la ville plus verte, plus attractive, plus citoyenne, plus égalitaire et plus sociale. Les quartiers aussi ont été conquis par les plateformes citoyennes. Jesús Guerra est étudiant et conseiller municipal d'Ahora Madrid pour le district d'Arganzuela. Ici, chaque habitant peut apporter sa participation et prendre connaissance des contrats passés par le district. Ce n'est pas facile. Il reste encore beaucoup de progrès à accomplir. Nous avons beaucoup de débats car on a des positions très différentes sur l'orientation à donner à la ville. Mais toujours dans un esprit plus horizontal, plus participatif, plus démocratique. On organise des consultations publiques, par exemple sur des projets d'urbanisme, des noms de rues, des budgets participatifs. Un citoyen peut vouloir investir dans sa rue, dans un centre sportif, dans un service destiné aux étudiants ou que sais-je. On soumet son initiative et si on est appuyé par d'autres personnes, alors le projet voit le jour. Les militants veulent un changement de politique radical, dans un pays aux structures sclérosées et régi par une constitution obsolète. Il faut qu'on arrive à un processus qui amène une nouvelle constitution, qui insuffle un renouveau à ce pays. Il faut d'autres mécanismes, d'autres institutions, d'autres modes de pensée plus ouverts et plus tolérants. À partir de là, ça irait déjà beaucoup mieux. Notre génération va jouer un rôle clé et enfin réformer la Constitution de 78, tourner la page de la dictature et en finir avec le silence. Le mouvement des indignés du 15e, né en Espagne en mai 2011, a permis une autre approche de la politique, en tant que conflit, en tant que lieu qui appartient à tous, et pas seulement à des professionnels. C'est une politique à mener tous les jours, pas une politique spectacle. La politique, c'est quand on vote, non? C'est le quotidien, le local, la proximité.
Une politique comprise comme un lieu où il est possible de penser d'autres mondes, et pas seulement de gérer le monde tel qu'il est. Le 15e représente un nouveau paradigme, car il politise la vie. Le modèle espagnol a inspiré en 2015 le mouvement français de Nuit debout. Donc, je m'appelle David Couzy, j'ai 26 ans et je travaille dans la communication. Je suis spécialisé sur la communication web en particulier. David Couzy est originaire de Créteil. Alors donc là, c'est vraiment c'est un endroit important et puis maintenant j'ai presque un peu de nostalgie en revenant ici. C'est un endroit où on avait fait nos assemblées citoyennes de Créteil debout. Alors on n'a pas démarré là, on a démarré sur la place qui est à côté du quartier de l'université parce que c'était aussi un symbole qui était fort, celui d'être avec justement du côté de la jeunesse pour avoir une nouvelle dynamique, quelque chose de beaucoup plus citoyen et de participatif, d'ouvert aux gens. Et donc on a fait ces assemblées là vraiment pour que les gens puissent se rencontrer. L'essentiel c'est déjà de se connaître, déjà de savoir qu'on existe l'un et l'autre et que on est intéressé finalement, on a des centres d'intérêt communs, des combats communs et peut-être qu'on peut se mettre ensemble pour pouvoir les mener à bien et donc c'était vraiment l'idée. Et donc ça bouillonnait vraiment sur cette place-là, ça a bouillonné pendant les 3 mois. Sur la place, la parole était donnée à tous. Les plus engagés sont allés à la rencontre des habitants, ce qui a débouché sur des actions concrètes, comme des mobilisations pour empêcher des expulsions de domicile et des licenciements, ou des aides aux enfants et aux parents. David a fini par fédérer les différentes initiatives sous le nom de Banlieue debout. Moi j'étais impliqué dans Nuit debout dès le début et en fait à force d'entendre certaines prises de position sur la place qui disaient qu'il fallait envoyer des délégués en banlieue pour leur apprendre comment se mobiliser, qui moi à titre personnel m'avait pas vraiment plu, surtout qu'il y avait cet imaginaire derrière de on va ramener les banlieues, ils vont casser, sauf que c'est pas dans la réalité, c'est pas les gens sont pas des casseurs en banlieue et moi ça me frustrait un peu, ça m'agaçait qu'on nous réduise à cette image là. De toute façon ils sont au courant sur WhatsApp. Les parents de David sont tous les deux immigrés. Son père est kurde et sa mère roumaine. Il est attaché à cette ville où il a grandi. Avec une poignée d'amis, il a créé l'association Créteil 3.0. Leur projet est de se battre pour plus de solidarité et de mettre en valeur les talents des jeunes pour les motiver à rester dans leur ville. Et aussi présidente de l'association En Action la Jeunesse. La mairie ayant rejeté les idées et propositions du collectif, Créteil 3.0 veut désormais proposer une nouvelle manière de faire de la politique municipale. Une politique qui part de la base. Les gens se désintéressent de la politique parce qu'elle est menée par des gens qui ne les représentent pas à leur goût ou par des partis qui ne comprennent plus. Et donc là, il y a un désintéressement. Mais par contre, ils sont en demande au quotidien de politique pour sauver leur relais mairie, pour créer leur parc, pour que des jeunes puissent obtenir une salle. Tout ça, c'est politique. Donc en fait, je pense qu'il y a une grosse demande de politique, mais qu'on n'en fait plus depuis peut-être 20 ou 30 ans. Et en réalité, c'est ça le problème. Et nous, on essaie justement d'en refaire et de refaire ce qu'on doit faire à la base. Vraiment d'aller voir les gens et d'avoir ce travail de fond sans lequel, en fait, on peut pas postuler des choses, à moins d'être populiste. David s'est présenté comme candidat indépendant aux dernières élections municipales, avec un programme de proximité et sans moyens financiers. Cet expert du web défend une transparence maximale, sans filtre. D'ailleurs, un des points de mon programme, c'était de créer une plateforme qui allait permettre en fait, à tous les citoyens de la circonscription, dans un premier temps, parce qu'on est élu d'une circonscription quand on est député, de pouvoir en fait, suivre tous les amendements qui sont déposés et les différents projets de loi. Et sur chacun de ces amendements et des projets de loi, ils auraient pu connaître ma position et à partir de ça, dire s'ils étaient pour, s'ils étaient contre, s'ils proposaient autre chose ou non. Et on voulait en fait, avec cette plateforme, faire une application sur laquelle ils pouvaient suivre en direct tout ce qui était fait à l'Assemblée nationale et pouvoir y participer. David est convaincu qu'une utilisation optimale des médias numériques peut favoriser l'émergence d'une société plus démocratique où le dialogue se ferait d'égal à égal. Avec le soutien de ses amis, il compte se représenter aux élections municipales, tout en restant en marge des appareils politiques. Je plaide pour que les partis créent des quotas de jeunes.
et que leur liste électorale respecte la répartition des différentes générations dans la société. Concrètement, ça voudrait dire qu'environ 20 à 25% des candidats et candidates devraient avoir moins de 30 ans. À grande échelle, la question se pose aussi. À l'ère numérique, comment basculer de l'espace virtuel aux actions concrètes? Les initiatives globales, comme la mobilisation contre le réchauffement climatique, veulent relever le défi. Partisan d'une protestation non violente, le mouvement réunit des activistes de tous les pays qui sont présents au sommet du G20 et aux conférences mondiales sur le climat, comme récemment dans la ville allemande de Bonn. Je m'appelle Ruben et j'ai 16 ans. Je milite à Attac où je suis très impliqué. Je participe notamment à la préparation de l'atelier de formation à l'action. Aujourd'hui, le lycéen participe à l'animation de la manifestation à l'occasion de la COP23, aux côtés de son père Stéphane qui travaille pour Attac. J'aimerais beaucoup pouvoir voter pour avoir mon mot à dire. Voter, c'est important, mais en même temps, on s'en fout parce que la politique, ça se vit. Si on va voter sans agir derrière, ça ne sert à rien. Il faut s'engager, être présent à des événements comme ici, occuper les centrales à charbon et résister. Je me dis toujours que l'existence des réseaux sociaux, le fait qu'on soit tous connectés, va nous aider à nous bouger, à sortir de nos zones de confort pour aller sur le terrain. Mais en fait, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus rare. Les gens se plaignent, mais ils ne font rien. Je pense que c'est aussi à cause du système dans lequel on vit, de notre système éducatif qui veut faire de nous de gentils robots qui ne posent jamais de questions. À l'école, on nous encourage à résister et à défendre nos opinions, mais dès qu'on le fait vraiment, on est mal vu par certains profs. Contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas de ras-le-bol généralisé de la politique chez les jeunes. À Attac, je rencontre beaucoup de jeunes engagés qui ont envie d'agir directement, qui croient en leur pouvoir d'action. C'est très important de se rendre compte qu'on peut agir par soi-même. Quand je sens que je peux réaliser des choses grâce à mon engagement, j'ai aussi plus tendance à rester dans un groupe. Les actions concrètes capables de souder la jeunesse existent. Il y a par exemple les actes de désobéissance civile et non violents du collectif Ende Gelände qui lutte pour la sortie du charbon. Ces militants s'interposent devant les pelleteuses des mines à ciel ouvert de Rhénanie pour les empêcher d'extraire le lignite. À Bonn, le collectif a monté un véritable camp d'entraînement où les activistes occupent la mine. Je m'appelle Thibaut, je suis étudiant, j'ai 24 ans. Je suis en master en agronomie, en fin de master en agronomie. Et donc je fais des études d'agriculture et d'environnement. Et voilà. Moi, mon fondement est plus porté sur l'agriculture. Effectivement, mon orientation dans l'activisme est très portée sur l'agriculture, sur l'environnement, sur comment on va pouvoir se nourrir dans les 50 prochaines années. Enfin, on verra à quelle échéance, mais en tout cas, on sait qu'on va avoir des difficultés pour se nourrir à cause du changement climatique. Et du coup, il faut qu'on trouve des solutions et il faut qu'on essaye de limiter le changement climatique. Mon action principale, enfin mon sujet de prédilection, c'est d'agir pour essayer de retourner vers les zones rurales et la paysannerie, la production alimentaire, un peu partout dans le monde, puisque on va en manquer partout et qu'il y a plein d'endroits où les conditions vont devenir difficiles pour cultiver. Thibaut est fils d'agriculteur basé dans les Alpes. Il observe au quotidien les effets du réchauffement climatique. Alors je m'engage parce que les gouvernements s'engagent très lentement, ont du mal à prendre vraiment des décisions parce qu'il y a toujours des questions de lobbyisme, d'emploi, de chantage à l'emploi de la part des entreprises et qu'on est face à une urgence climatique.
Donc moi je m'engage majoritairement pour le climat et l'environnement et parce que je pense que c'est aussi dans cet engagement-là qu'on va pouvoir trouver aussi une sorte de justice sociale et une paix sociale et qu'on peut essayer d'apporter une vie un peu plus agréable à une bonne partie de la planète. Le temps presse. La catastrophe écologique se rapproche. L'horizon s'est sensiblement assombri depuis mai 68. Mes modèles actuellement, j'ai pas spécialement de modèles. Je me tourne plus vers les modèles d'occupation d'espaces ruraux, donc effectivement comme la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou des choses comme ça où finalement on décide de se déterminer sans avoir forcément besoin du gouvernement ou en tout cas en rejetant en bloc une grande partie de ce que lui nous propose comme alternative de vie. On essaye de... Moi, je pense qu'on peut essayer actuellement, comme le Chiapas, qui essaye encore, de créer des endroits où on va pouvoir vivre autrement que ce que le système nous propose. Et je me dis, entre ces personnes-là qui créent des espaces extérieurs en fait et qui créent leur société à échelle humaine, mais qui commencent à s'organiser, il y a des expériences formidables là-dessus. Et les personnes qui restent dans la lutte syndicale, politique, etc., contre un système en place, il faut des ponts. Il faut des ponts. Et il ne faut pas que ces deux types de militants se tapent dessus, puisque globalement, parfois, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est ce qu'on voit. Et moi, je suis autant impressionné par l'un que par l'autre. Et du coup, j'essaye de faire des ponts et de tisser des liens. Construire des ponts entre les initiatives, entre le féminisme et l'antiracisme, c'est aussi la vocation de la grande parade Welcome United à Berlin. Nous venons unis. Tous et toutes sont les bienvenus. Les conflits internationaux et le réchauffement climatique rapprochent physiquement les populations. L'Europe compte de plus en plus d'habitants venus d'ailleurs, que ce soit des anciennes colonies ou en tant que travailleurs immigrés. Les réfugiés viennent grossir leurs rangs. Ils sont nombreux, mais n'ont pas le droit de vote. Neve-Rose Douman, 28 ans, est une des organisatrices du défilé. Il y a 16 ans, la jeune femme a traversé la Méditerranée pour venir en Europe. Je me suis engagée parce que je suis venue en Allemagne en tant que réfugiée et que pendant 9 ans, j'ai moi aussi vécu sous la menace d'être reconduite à la frontière. C'est là que j'ai compris que changer les choses passait nécessairement par l'action politique. Il faut se faire entendre et attirer l'attention de l'opinion sur ce qui se passe. J'ai donc commencé à m'engager politiquement. Neve-Rose milite auprès de Jeunes sans frontières, une association qui alerte sur la situation des jeunes réfugiés par le biais de pièces de théâtre et d'actions politiques. L'organisation œuvre pour qu'ils puissent accéder à des formations et pour mieux préparer leur avenir. Nous voulons toucher les jeunes réfugiés et les jeunes en général pour leur montrer qu'ils peuvent faire bouger les choses, pour peu qu'ils dialoguent entre eux et qu'ils s'unissent. Ça peut très bien être assez chaotique, mais avec la créativité incroyable qu'ils ont, ils peuvent faire bouger les lignes. Il faut juste leur offrir un espace où ils peuvent se rencontrer et s'exprimer. On essaie de leur montrer qu'on peut agir, qu'on peut participer. Si on ne nous donne pas la possibilité de le faire, c'est à nous de la prendre. Ces dernières années ont montré qu'on pouvait changer des choses, qu'on pouvait construire des réseaux dans le monde entier. Et c'est super. Hélène Gottwald a 20 ans et travaille aussi pour Jeunes sans frontières. Depuis 1 an, elle est très engagée dans le projet du City Plaza Hotel d'Athènes. Un hôtel désaffecté, réquisitionné par des militants et autogéré par des réfugiés qui y vivent. Certains sont désormais en Allemagne et participent à la parade. Ma contribution, finalement, c'est d'encourager les gens pour qu'ils s'organisent et participent au débat. Il faut prendre la parole et la faire entendre, quitte à se l'approprier si on ne nous la donne pas. Il ne faut jamais relâcher la pression qui vient de la base. Sans ça, je ne veux pas savoir où on en serait aujourd'hui. Ces formes de résistance extra-institutionnelles sont très importantes.
Ça donne une indépendance à laquelle je tiens énormément et que je veux absolument préserver. Je ne veux pas dépendre d'une institution ou d'un parti. Notre slogan de ralliement aujourd'hui, nous venons unis. Tous les invisibles, tous les inaudibles qui s'activent aux quatre coins de l'Allemagne et qui se battent tous les jours pour une société meilleure et une cité plus solidaire. 50 ans après mai 68, y aura-t-il à nouveau un événement aussi fédérateur pour la jeunesse? En attendant leur heure, les jeunes trépignent, un peu partout en Europe, surtout au sud. Confrontés à des défis mondiaux, ils devront se trouver de nouvelles perspectives au-delà de la politique établie. Et ils le feront. Notre lutte doit maintenant s'axer sur notre projet de vie, sur le fait de pouvoir se construire la vie qu'on veut. Ça porte sur tous les domaines. Et ça nous concerne du lycée jusqu'à la retraite, à laquelle on n'aura de toute façon pas droit. C'est autour de ça que doit tourner tout le discours, depuis qu'on est tout petit jusqu'à ce qu'on soit vieux. Ça recouvre tout, le féminisme, le mouvement étudiant, la lutte ouvrière. Il s'agit de la vie que nous voulons mener et de la lutte pour notre projet de vie, qu'on ne nous laisse pas construire. Ah ouais? Bah ouais, pas mal. Un avenir, franchement. Notre avenir, ça peut pas être de rembourser la dette de la France ou de donner plus d'argent aux patrons parce que les pauvres, ils ont pas beaucoup d'argent. Les pauvres, c'est terrible. Ça peut pas être ça notre avenir. Enfin, on peut inventer plein de choses. Il y a tellement. Enfin, la conversion de. Enfin, je reviens à l'écologie, mais la conversion de l'économie productiviste, capitaliste sur une économie écologiste, mais c'est un défi humain incroyable. Il y a de quoi faire. Donc en fait, les Macron, les Fillon, ils sont tristes, quoi. Enfin, c'est eux qui sont dans le passé. Nous, je pense que notre pensée est fondamentalement une pensée d'avenir. Je pense que dans un avenir proche, disons dans les 5-6 prochaines années grosso modo, nous allons assister à un glissement politique. Un événement politique, un sujet, qui sera probablement lié à l'écologie ou à la justice sociale, va servir de détonateur et précipiter la jeune génération dans l'engagement politique. Le terreau est là.